Une véritable révolte s'embrase dans le Rif, où la population se soulève face au pouvoir marocain, tandis que des images frappantes révèlent des... Une véritable révolte s'embrase dans le Rif, où la population se soulève face au pouvoir marocain, tandis que des images frappantes révèlent des affrontements intenses entre manifestants et forces du Makhzen, sur fond d'expulsions forcées qui jettent des familles entières hors de leur foyer et les poussent à l'errance, alors que les autorités, soutenues par la gendarmerie royale, avancent l'argument de construction dite irrégulière pour justifier ces démolitions, bien que l'objectif évoqué soit de réattribuer ces terres à des Marocains de confession juive, détenteurs de la nationalité israélienne. Une situation qui attise une résistance farouche dans les villages du Rif, où les habitants, refusant de céder, vont jusqu'à lancer des pierres contre les forces de l'ordre, provoquant de nombreux blessés, tandis que la colère populaire s'intensifie et pousse des dizaines de citoyens à descendre dans la rue pour défendre leur dignité, rejetant avec force des décisions perçues comme dangereuses et susceptibles de fragiliser en profondeur l'équilibre de la société marocaine. Ce qui se déroule actuellement dépasse de loin une simple controverse. Le pouvoir du Makhzen semble avoir franchi un cap critique dans son rapprochement avec Israël, allant jusqu'à piétiner toutes les limites en orchestrant des expulsions massives, démolissant des habitations et jetant des centaines de familles à la rue pour transférer ses biens à des individus venus des 4 coins du monde, dans des scènes d'une brutalité telle qu'elle serait inacceptable pour tout État prétendant protéger ses citoyens. Et contrairement au discours officiel qui évoque un simple encadrement de l'urbanisme ou une lutte contre les constructions illégales, ce qui se joue dans le Rif et dans plusieurs villages du Maroc ressemble plutôt à une secousse profonde qui ébranle les fondements même de la justice et de l'identité collective, tandis que les habitants, brutalement arrachés à leur quotidien, se retrouvent du jour au lendemain à dormir à même le sol, exposés au ciel, révélant ainsi un déséquilibre criant dans la répartition des droits. Par ailleurs, une question dérangeante s'impose. Comment des opérations de destruction peuvent-elles cibler des citoyens disposant de titres de propriété officiels et de preuves incontestables attestant qu'ils ont bâti leur maison par leur propre labeur? Et pourquoi une telle précipitation dans l'exécution, sans même accorder un délai minimal, ne serait-ce qu'une journée, pour récupérer leurs effets personnels, ce qui alimente les soupçons sur les véritables intentions derrière ces interventions sécuritaires, d'autant plus que les images de vêtements d'enfants et de meubles dispersés sous les gravats surgissent dans un climat politique déjà sous tension, où le citoyen, qui espérait protection et progrès de la part de l'État, se retrouve au contraire sacrifié par des décisions jugées périlleuses dans lesquelles les opérations foncières semblent répondre à des intérêts extérieurs dissimulés derrière le prétexte de restituer des droits à des entités détenant la nationalité israélienne. Aux yeux des manifestants, ce qui se déroule marque une rupture brutale dans la manière dont la terre et les citoyens sont traités, comme si toutes les limites avaient été effacées d'un seul coup. Car arracher une famille enracinée à son sol pour en céder la possession à de nouveaux venus relève pour beaucoup de l'impensable et symbolise une politique de rapprochement qui a franchi un seuil jugé inacceptable par la population, poussant ainsi des hommes et des femmes à se lever au nom de leur dignité pour rejeter ces déplacements imposés et rappeler que la terre ne se réduit pas à une simple parcelle, mais incarne une identité, une mémoire et un sentiment d'appartenance, tandis que l'usage d'une force jugée disproportionnée par les forces de sécurité et la gendarmerie royale s'est heurté à une réaction populaire immédiate, transformant certains villages en véritables zones d'affrontement. Dans ce contexte, les habitants, dépourvus de moyens, n'ont opposé que des pierres et leur propre courage pour protéger leur foyer. Une résistance qui a laissé derrière elle des blessés et des scènes d'évanouissement, notamment parmi les femmes et les personnes âgées, contraintes d'assister à la disparition de leur histoire,
sous l'avancée des bulldozers. Et si ces choix politiques venaient à se prolonger, ils risqueraient de fragiliser profondément la cohésion sociale du pays en creusant un fossé difficilement réparable entre la population et les autorités, alors même que tout État se doit, en principe, de garantir en priorité le droit au logement et la stabilité foncière avant toute autre considération stratégique. Et aujourd'hui, la voix de ceux qui ont été chassés de leur maison résonne comme un appel pressant à la justice, une alerte face à une dérive qui touche le citoyen dans ce qu'il a de plus précieux, son toit, sa terre et sa sécurité. Pour clore ce tableau sombre qui secoue profondément le Rif et les zones rurales marocaines, il devient essentiel de comprendre que derrière les ruines de ces habitations ne se cache pas une simple opération technique liée à l'urbanisme, mais bien une secousse majeure qui ébranle les bases mêmes du pacte social. Car ces familles expulsées, privées de leurs biens malgré des titres de propriété incontestables, incarnent désormais une blessure durable qui marquera la mémoire collective comme le symbole d'une injustice flagrante. Et il est impossible d'ignorer le profond sentiment de trahison qui habite ces citoyens, lesquels, après avoir perdu leur toit, se retrouvent broyés par des calculs politiques et diplomatiques qui les dépassent complètement. Tandis que le lien entre ces expulsions à grande échelle et la politique de normalisation, notamment à travers la réattribution de terres à des personnes possédant la nationalité israélienne au détriment des populations locales, apparaît comme une rupture inquiétante, un tournant inédit et lourd de conséquences dans l'histoire contemporaine du Maroc. Ce qui se déroule aujourd'hui dépasse une simple crise locale et prend la forme d'un choc frontal où la souveraineté du citoyen est brutalement remise en cause au profit d'intérêts extérieurs, transformant la terre nationale en une sorte de marchandise dont le coût est assumé par les plus fragiles, tandis que la dignité humaine, pourtant protégée en théorie par les textes constitutionnels et les engagements internationaux, semble avoir été écrasée sans ménagement sous les machines de prochasation, et que le silence officiel ou les explications purement techniques avancées par les autorités ne font qu'approfondir le fossé entre la population et les institutions censées la représenter. Car lorsque les forces de l'ordre ne servent plus à protéger, mais à déraciner leurs propres citoyens, c'est l'idée même de sécurité nationale qui vacille. Et dans ce contexte, la résistance observée dans les villages du Rif ne relève pas d'une rébellion gratuite, mais d'un réflexe de survie face à une atteinte profonde à l'identité, à la mémoire familiale et au lien avec la terre. Chaque pierre lancée, chaque blessure subie devenant le témoignage d'un désespoir grandissant face à un système accusé de privilégier l'étranger au détriment de celui qui a façonné cette terre depuis des générations. Tandis que cette politique destructrice, justifiée par une légalité contestée, ouvre la voie à un précédent lourd de conséquences juridiques et morales dont les répercussions sur la stabilité sociale restent incertaines. D'autant plus qu'en ignorant les cris des femmes et des enfants, dont les souvenirs reposent désormais sous les décombres, le pouvoir prend le risque d'amplifier une contestation locale en une crise nationale majeure, susceptible d'embraser l'ensemble du pays. Ce qui rend aujourd'hui indispensable un réveil de la conscience collective face à une dérive autoritaire qui piétine le droit au logement et la protection de la propriété privée, plaçant la justice marocaine face à une épreuve décisive. Saura-t-elle défendre les droits fondamentaux ou se contentera-t-elle d'entériner des décisions arbitraires, car l'appropriation des terres sous couvert de diplomatie apparaît comme une offense à l'histoire du Maroc et à ses engagements envers son propre peuple. Et il est illusoire d'espérer bâtir une paix durable
sur les ruines des foyers détruits, alors même que l'attention internationale s'accroît et que les preuves circulent, laissant entrevoir une vérité qui finira par émerger, ce qui impose désormais aux acteurs de la société civile, aux juristes et aux intellectuels de se mobiliser pour exiger non seulement l'arrêt immédiat de ces expulsions, mais aussi une réparation complète pour les familles touchées. Car si le foyer cesse d'être un refuge, alors nul n'est à l'abri d'un système qui sacrifie sa légitimité pour des alliances controversées. Et ce qui se joue dans le Rif dépasse cette région. Chaque mur qui tombe y fragilise l'ensemble de la nation. Tandis qu'en parallèle, la situation aux frontières avec l'Algérie révèle une réalité plus profonde, où la question n'est plus seulement diplomatique, mais reflète une politique interne en crise, illustrée par ces populations de l'oriental, contraintes, par nécessité, de se tourner vers Alger, transformant cet appel à la clémence en un symbole éclatant de l'échec du modèle social marocain, mettant à nu un système qui, après avoir cultivé pendant des décennies l'image d'une puissance régionale incontestable, se voit aujourd'hui confronté à la dure réalité du terrain, où même l'idée de dépendre du voisin, autrefois désigné comme adversaire, devient le signe le plus évident d'une faillite profonde. Ce paradoxe éclatant révèle une réalité dérangeante. Pour les habitants d'Oujda, de Berkane ou encore de Figuig, l'espoir de subsister ne repose plus sur les discours venus de Rabat, mais sur une éventuelle réouverture d'une frontière longtemps décrite comme celle d'un adversaire irréconciliable. Une contradiction née d'un modèle de gouvernance excessivement centralisé, où seules les zones tournées vers l'Atlantique et les intérêts d'une élite proche du pouvoir semblent compter, abandonnant les régions périphériques dans une précarité qui évoque une autre époque, tandis que l'exploitation médiatique de cette détresse, notamment par des plateformes officielles comme le site 360, atteint un niveau de cynisme difficilement contestable. Car en relayant ces appels désespérés, le régime semble chercher à transformer son propre échec en levier émotionnel à l'égard de l'Algérie, espérant obtenir par la compassion ce que ses stratégies n'ont pas réussi à accomplir, au risque toutefois de s'engager dans un jeu dangereux aux conséquences imprévisibles. En exposant ainsi au grand jour, devant son peuple et la scène internationale, que l'espoir de survie se trouve à l'Est, le Magzen reconnaît implicitement que son contrôle économique sur son propre territoire est loin d'être une réalité solide, ce qui soulève une série de questions troublantes. Comment revendiquer une influence continentale lorsqu'une partie de la population dépend d'une aide extérieure pour subsister? Et comment justifier des dépenses militaires colossales alors que certains citoyens sont réduits à mendier au-delà des frontières, tandis que les discours patriotiques, amplifiés par les réseaux sociaux et les slogans glorifiant une grandeur supposée éternelle, peinent à masquer la réalité des difficultés quotidiennes, marquées par la pauvreté et l'absence d'horizon, surtout lorsque le contraste devient flagrant entre l'opulence ostentatoire des grandes villes favorisées et la détresse des régions frontalières, transformées en espaces économiquement marginalisés, où l'unique perspective reste l'attente d'un geste de celui-même qui est désigné comme ennemi, plaçant ainsi le Maroc dans une situation critique où il semble pris au piège de ses propres orientations stratégiques. Présentée comme une brillante manœuvre sur l'échiquier international, la coopération avec l'entité sioniste n'a en réalité apporté aucune solution concrète au déséquilibre profond du pays. Bien au contraire, elle a intensifié les tensions dans la région tout en accentuant l'isolement du royaume
Et pendant que des sommes colossales sont englouties dans l'acquisition de drones et de systèmes de surveillance sophistiqués, le citoyen ordinaire, lui, tente simplement de trouver un moyen de subsister, cherchant un passage pour commercer ou retrouver un semblant de dignité, révélant ainsi un fossé abyssal entre les ambitions démesurées du pouvoir et la réalité quotidienne de la population. Une fracture si profonde qu'elle ressemble à une menace prête à exploser à tout moment. Tandis que la stabilité revendiquée par les autorités apparaît de plus en plus comme une illusion, entretenue par une répression discrète et une communication officielle qui s'effrite au fil des témoignages de détresse. Et dans ce contexte, l'Algérie, malgré sa position ferme, se retrouve involontairement à mettre en lumière les failles structurelles du Maroc. Par ailleurs, le fait que de nombreux Marocains en viennent à solliciter la compassion de leurs voisins algériens dépasse le simple geste humanitaire et prend la forme d'un message politique puissant, une manière de signifier que le système en place ne répond plus à leurs besoins fondamentaux. Et contrairement au discours officiel, l'avenir de la région ne se décidera ni dans les cercles feutrés des capitales occidentales, ni dans les stratégies élaborées à l'étranger, mais bien sur cette frontière où des vies humaines cherchent à préserver leur dignité. Et si le Magzen persiste à privilégier ses ambitions géopolitiques et ses rêves d'influence au détriment des conditions de vie de sa population, il s'expose à un risque réel de rupture interne, car une politique de solidarité ne peut se limiter à des slogans diplomatiques, mais doit se traduire par des actions concrètes en faveur des citoyens. Tant que la valeur humaine du citoyen marocain restera subordonnée aux intérêts d'un cercle restreint et à des agendas extérieurs, cet appel vers l'Algérie continuera de résonner comme le symptôme d'un État en perte de repères. Et à mesure que les réalités économiques s'imposent avec dureté, elles finiront par balayer les dernières illusions